Bonjour et bienvenue dans Littoral. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Malo, cette ville mythique et emblématique de la route du Rhum. Cette course laboratoire qui permet de tester ces nouvelles technologies qui ne cessent de se renouveler. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur la famille Rothschild, une famille connue pour ses trimarans. Mais lors de la dernière route du Rhum, son Gitana 17 s'est cassé quelques jours après le départ. Mais ça n'a absolument pas empiété justement sur leur passion de la course au large. Vous allez découvrir une aventure qui dure depuis plus d'un siècle à travers le film de Fabrice Kerr. Pénétrer ce lieu, observer un trimaran conçu pour voler, mais dont l'envol est repoussé, la faute à un flotteur brisé en course. Pénétrer ce lieu, c'est ouvrir un livre d'archives, celui de la famille Rothschild, propriétaire d'une formidable lignée de bateaux en avance sur leur temps. Les rives du lac Léman sont connues pour abriter les puissants de ce monde. Face au Mont Blanc, la demeure familiale des Rothschild depuis plus de 150 ans. Tout commence ici, à la fin du 19e siècle. Issue d'une célèbre famille de banquiers, la baronne Julie de Rothschild écrit les premières lettres d'une histoire passionnée. C'était l'arrière-grand-tante de mon beau-père, d'Edmond. Elle voulait avoir le bateau le plus performant, le plus rapide au monde. Donc elle avait commandé un bateau à moteur pour pouvoir faire des records de vitesse. Puis ensuite un deuxième bateau encore plus performant. Et ce qui est intéressant, c'est de lire dans les documents à quel point elle avait déjà un cahier de charges extrêmement précis sur ce qu'elle voulait accomplir. Et deuxièmement, elle était extrêmement impliquée sur même les moteurs eux-mêmes parce qu'on voit des échanges où elle se plaint du manque de performance ou des changements qu'elle attend pour être plus performante, plus rapide. Pour développer l'Empire, la passion reste à quai jusqu'aux années 60. À bord des Gitanas, Edmond de Rothschild reprend la barre d'une histoire mise entre parenthèses un demi-siècle durant. À cette époque, on se retrouve entre riches propriétaires pour régater et faire la fête. L'esprit du yachting règne sur les plans d'eau. Lorsque l'on fait de la course, on navigue vraiment. C'est-à-dire que l'on navigue par n'importe quelle condition de temps. D'autre part, on s'applique beaucoup plus, on apprend beaucoup plus et la course est véritablement l'aboutissement, à mon avis, du goût de la voile. Passionné de monocoque, le baron, marié à Nadine de Rothschild, n'est pas là pour faire des politesses en régate. Lui aussi voit grand, veut aller vite et être bien entouré. Son approche de la voile, c'était aussi lui et ses copains. Et il a gardé très longtemps des équipages, on voit tout au long des Gitanas, on en retrouve encore beaucoup, qui ont régaté avec lui, qui ont navigué avec lui. Donc c'était son club de copains. Mais c'est très touchant quand je rencontre des gens qui ont navigué avec lui, comment ils en parlent. Vous avez devant vous un adolescent attardé. Ma femme dit toujours, toi et tes copains, vous êtes atteints du syndrome de Peter Pan. Et je dis évidemment, et je m'applique, en plus j'ai du mal. Je flâne sur l'eau et puis je regarde ce que je vois et j'essaye de me faire des souvenirs en faisant des petites images. Marc Berthier est peintre officiel de la marine. Grand ami d'Edmond, il a navigué avec lui sur ses nombreux bateaux. Il est le témoin d'une époque révolue,
Celle où les équipages dînaient en smoking à la fin des régates, celle des copains plus que des marins à bord, celle des fastes du yachting. Edmond était quelqu'un d'extrêmement ouvert, qui s'intéressait aux gens. On a parlé de peinture parce qu'il adorait la peinture et il s'y connaissait extrêmement bien, plus de ça, ce qui était plaisant. Et puis voilà, de fil en aiguille, je crois que j'ai navigué avec lui pendant 22 ans. Est-ce qu'elle est cette bouée? Ah bon? Edmond aimait un certain type de personnes avec lesquelles il naviguait et il aimait tisser des liens d'amitié avec eux. Il ne considérait pas que les gens étaient des marins qui étaient là pour border les écoutes et tourner les moulins à café, mais des gens avec lesquels il pouvait avoir une conversation et casser la croûte après la régate. De plus en plus, il faudra des équipages qui ne peuvent se consacrer qu'à ça. Alors, appelle-t-on ça professionnel ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce ne sont plus des équipages de copains. Est-ce que vous barrez toujours? Oh oui, c'est pour ça qu'on perd. C'était pas un marin extraordinaire, je peux le dire, mais il aimait tellement ça que ça allait au-delà, je veux dire. C'est quelqu'un qui me manque beaucoup. C'en est terminé du vernis et du bois cher à Edmond. Dans le monde de Benjamin de Rothschild le fils, le carbone les a remplacés. Les navigations face à la demeure familiale sont le témoignage d'un certain héritage. Quand on est Rothschild, on ne navigue pas n'importe où, ni sur n'importe quelle coque. Les années 2000 sont surtout le symbole d'un nouvel élan dans l'histoire de cette vieille fortune européenne. Il s'agit dorénavant d'aller vite pour gagner, et pour cela, quoi de mieux que de créer sa propre écurie? La volonté de départ, elle naît en 2002 avec une envie de Benjamin de Rothschild qui est de dire mais la voile de compétition d'aujourd'hui, elle n'est pas dans ce qui était représenté à l'époque par le yachting, mais elle est bien par la formation d'une écurie, une écurie propre où chaque corps de métier est représenté. On s'est vraiment inspiré de ce qui se faisait sur la F1, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie équipe qui se structurait. C'était vraiment précurseur, c'est-à-dire que dans l'équipe, tous les corps de métier sont représentés dans le cadre d'un bateau. C'est-à-dire qu'on a des stratifieurs, électroniciens, mécaniciens, des ingénieurs, on a des ingénieurs structures, enfin on a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener un bateau de A à Z. Cyril Dardashti a été engagé pour développer les compétences de l'écurie. Depuis sa création, une dizaine de bateaux sont passés entre les mains de l'équipe technique qui tente, à coups de flair et de savoir-faire, de porter haut les couleurs de la famille. C'est pas que du sportif, c'est-à-dire qu'il y a une vraie tradition, il y a une vraie image familiale qu'on se doit de véhiculer, c'est-à-dire que c'est pas olé, on fait du bateau, non. Il y a une vraie histoire, on porte vraiment quelque chose qui est ancré dans l'histoire maritime. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose de lourd à porter, mais qui est lourd, mais dans le bon sens du terme. C'est un honneur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a envie d'emmener le mieux possible et avec la plus belle image possible. Au vu de l'investissement consenti, les armateurs attendent forcément des résultats. En 2006, 6 ans après la naissance de l'écurie et avec 2 trimarans au départ de la route du Rhum, Lionel Lemonchois s'avère être le bon choix. En pulvérisant le record de la route du Rhum à bord de Gitana 11, le marin offre là l'une des plus belles victoires à la famille Rothschild. Lionel Lemonchois donc, mais aussi Loïc Perron, Fred Le Petrec ou bien encore Yann Guichard, pour ne citer qu'eux, tous ont porté les couleurs de la famille. Mais après un petit tour du monde des skippers en 10 ans, c'est Sébastien Josse qui endosse la tunique du marin en 2011. On a une responsabilité parce qu'on a une image d'excellence, de beauté, de savoir-faire à entretenir. C'est pas une marque,
commercial, on rencontre une famille, voilà, qui plus est un baron et une baronne, donc on n'en rencontre pas tous les jours dans sa vie, on les rencontre chez eux. Voilà, on rentre dans un univers qui n'est pas un univers commun. Je pense que la satisfaction de renouer avec ce que faisait mon beau-père, entre autres l'idée que c'est une famille, parce que Edmond le vivait comme ça et je pense que nous le vivons de la même manière. C'est bien au-delà de juste une équipe, d'une écurie de voile. Pour nous, c'est partie intégrante de notre vie. Discret, travailleur et fin barreur, Sébastien Josse va très vite offrir une deuxième victoire significative à ses armateurs. En 2013, il s'impose en double sur la Transat Jacques Vabre. Plus qu'un trophée, c'est un déclic. On s'est retrouvés en 2013 à l'issue de la Transat Jacques Vabre. L'année suivante, il y avait la Route du Rhum. Et on savait que de toute manière, pour gagner la Route du Rhum, il fallait un grand bateau. Parce que c'est comme ça, aujourd'hui, si on veut gagner la Route du Rhum, le bateau, il faut qu'il fasse 30 mètres, sinon on ne peut pas être en concurrence avec les autres. Et on avait qu'un bateau de 22 mètres. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins on essaie de pouvoir jouer avec eux. Et on est parti justement sur des appendices, notamment on est parti sur les safrans en T. Et puis on s'est dit, les safrans en T, ça va permettre de soulager et de stabiliser le bateau et donc de gagner en vitesse. Et puis ça a été récompensé puisque à l'issue de la Route du Rhum en 2014, Sébastien fait 3e de la Route du Rhum, pas très loin des gros bateaux, et on s'est dit, c'est là qu'il faut travailler. Cette 3e place derrière des bateaux bien plus grands vaut plus qu'une victoire. Elle valide des choix. Elle concrétise surtout le fait qu'il est peut-être possible d'aller voler au large. De cette folle idée va naître l'envie des Rothschild de se lancer dans une campagne de travaux titanesques pour être les premiers. Au fur et à mesure des années du Gitana Team, on apprend. Donc moi, je sais faire les finances et la gestion, beaucoup moins la voile et la technologie. Donc progressivement, on apprend. C'est vrai que les bateaux ont évolué à chaque série de bateaux. On voyait une progression significative. Tout le concept d'un bateau volant devenait réel. C'est une vision de la voile. Et je pensais que ça valait la peine de prendre le risque d'aller jusqu'au bout pour le tester. Le bureau d'études s'engage alors dans une démarche innovante. Il s'agit de se baser sur des technologies déjà existantes pour les adapter aux bateaux bien plus grands. Une démarche qui va durer plusieurs années. Cela implique de revenir sur les bancs de l'école pour le skipper de 40 ans. Car ce frêle esquif, sans en avoir l'air, est une révolution dans le monde vélique. Ce bateau, ça s'appelle un motafoil. Donc c'est un bateau qui fait 2,35 m de long, qui a la particularité d'avoir des ailes, comme on peut le voir, et puis des plans porteurs, donc des foils. Donc c'est un bateau qui navigue très peu sur sa coque, mais qui va naviguer sustenté par ses foils et qui navigue à peu près 1 mètre au-dessus de l'eau. Ce bateau-là, il vole littéralement sur l'eau. Donc les sensations, elles sont vraiment différentes, elles sont quasi à l'opposé de tout ce qu'on apprend en école de voile. Il faut naviguer à la contre-gîte, il ne faut pas se reculer quand le bateau accélère. Le toucher de barre, il est d'une finesse exceptionnelle, on trouve ça sur aucun autre bateau à voile aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de comprendre toute la problématique de ces plans porteurs pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans le développement de Gitana 15.
Par souci de performance, la famille achète un deuxième bateau pour franchir une nouvelle étape. L'objectif reste le même, continuer l'apprentissage du vol. Avec des pointes à 70 km/h, le catamaran permet d'approfondir le concept du bateau volant. En fonction de leurs emplois du temps de capitaine d'industrie, férus de vitesse, le baron ou la baronne viennent profiter de leurs engins. C'est des armateurs qui à un moment viennent ressentir les sensations pour se faire une idée de leur fête. C'est pas juste pour venir faire la photo, c'est vraiment par passion et par curiosité aussi de découvrir de nouvelles sensations, et puis d'être à la pointe. Ça c'est très différent avec d'autres sponsors qui finalement des fois ne mettent jamais les pieds à bord ou juste pour le baptême et puis après s'en vont. Là c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Avril 2016 sonne comme l'épilogue de la campagne de test. Après plusieurs années de recherche sous la férule de la famille, le Gitana 15 marque la fin d'une ère et le début d'une autre. Cette ultime sortie en mer doit conforter les décisions prises afin de lancer le chantier d'une vie. On a attaqué le plus possible et on a fait des pointes à 43 nœuds avec des vitesses moyennes stabilisées à 40 nœuds. Donc c'est génial, hein. C'est des choses qu'on espérait, mais on n'avait pas encore vu ces chiffres-là sur le bateau. Et là, non seulement on les a vus et on les a ressentis, et ça change quand même pas mal le feeling, parce que le bateau touche très peu l'eau, il a des mouvements très très secs. Donc c'est intéressant et c'est à continuer. La tradition, c'est aussi d'avoir de l'audace et ça veut dire que essayer d'aller un peu plus loin que ce qui se fait habituellement. Et c'est là où justement on a la chance d'avoir des armateurs comme Ariane et Benjamin, c'est-à-dire que quand on leur a dit mais on vous propose de faire un bateau de 32 mètres de 15 tonnes qui va voler, quelque part c'est vrai que ça leur a suscité beaucoup d'intérêt et même s'il y a effectivement cette peur de l'échec, je crois qu'il faut passer au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment il faut se nourrir aussi de ça et à un moment de se dire mais ok, peut-être qu'on n'y arrivera pas du premier coup, mais on va y arriver. Après le Mont Blanc, c'est l'Everest qui se dresse face au Rothschild. Une ascension que même les plus grands noms de la voile française n'ont pas dans leur banette. Être capable de voler au large est le projet qui anime les marins depuis des décennies. Le défi de construire ce trimaran est donc de taille, à la démesure de l'empire Rothschild. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 32 mètres de long, 23 mètres de large, 20 mois de construction, 12 millions d'euros. La voile, c'est pas forcément uniquement un bateau, c'est un bateau mais qui transmet finalement plein de choses. Et donc ça, Ariane de Rothschild effectivement était très impliqué et voulait vraiment y mettre sa touche. Et pas seulement dans la déco. Je pense que vraiment dans la partie, toute la partie volante, je pense que si on n'avait pas eu son implication forte, les deux d'ailleurs, hein, mais Ariane également, on n'aurait jamais abouti à faire un bateau volant parce que c'est un risque, c'est un engagement, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et quelquefois c'est vrai qu'il y a des dépenses d'argent qui quelquefois nous paraissent un peu démesurées en disant mais où on va est-ce qu'on même on est sûr de faire voler le bateau alors que finalement on engage de l'argent mais même si on a des convictions, la certitude c'est au moment où on fait les essais, quoi. Parce qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils aiment les beaux objets, le couple Rothschild a décidé de faire de leur bateau une œuvre d'art. Qu'il en soit ainsi, c'est à Cléon Peterson, un artiste américain venu du street art, que revient cette tâche. Le bateau portera les armes de la famille et aucun autre sponsor, quitte à être le dernier du genre. Ce qui n'est sans doute pas pour déplaire aux armateurs.
Je trouvais très intéressant que nous, en tant que famille Rothschild, souvent perçue comme très statutaire, qui pour moi est une fausse idée de ce qu'est notre famille, intéressant d'emmener cet artiste sur ce bateau. Après, c'est vrai que dans le processus, on avait fait un concours de street artist. Quand j'ai vu le travail de Cleon, c'était une évidence parce que ça correspondait parfaitement, surtout dans son contenu, à beaucoup des sujets que je traite en philanthropie. Et puis son esthétique, j'ai beaucoup aimé la simplicité de son crayon, sachant que la profondeur il a une vraie profondeur de réflexion. Donc je trouvais très intéressant de mêler les deux. Dans son atelier, ce designer doit remplir une mission peu banale. Il est censé représenter sur le trimaran en construction le dessin de l'artiste choisi par Ariane. En somme, transformer un habituel panneau publicitaire en œuvre d'art. Là, l'idée, c'était vraiment de faire entrer cette œuvre d'art de Cleon Peterson sur le bateau et que quand on regarde le bateau, dans toutes les conditions de navigation, avec beaucoup de voiles ou peu de voiles, on ait le même sentiment, qu'on ait l'impression de voir le même dessin. Mon petit rôle, c'est d'essayer que les gens qui financent ça soient fiers de leur bateau, qu'ils les représentent bien. Souvent, c'est des panneaux publicitaires qu'on met en pleine nature, donc tant qu'à faire, l'idée c'est qu'ils soient le plus élégant possible. Dans le silence, sous les orages, sous la pluie, ça va être une des œuvres qui va le plus voyager sans faire de bruit et elle va pas être beaucoup vue. Son voyage va être mystérieux, c'est ça qui est génial. C'est l'œuvre la plus hors les murs qui existe au monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec les bateaux volants. On a été les premiers à mettre un maxi multicoque à l'eau de 32 mètres entièrement dédié au vol, en tout cas avec cette ambition-là. Et nous, c'est vraiment affirmer et confirmer le fait d'être défricheurs et puis après d'en assumer l'évolution. En ce jour de juillet 2017, la famille est au grand complet. Il faut dire qu'on met à l'eau un trimaran géant censé pouvoir voler autour de la planète. L'événement est donc d'importance. Il vient couronner cette conquête des grands espaces, le fil d'Ariane de la famille Rothschild depuis plus d'un siècle. Quand on voit ce qu'on fait avec le Gitana 17, c'est parfait. Enfin, je considère que c'est à peu près la même chose que ce que faisait Julie au 19e siècle avec son bateau, ses courses de vitesse. C'est d'être cohérent avec son ADN familial. C'est ça que je trouve être le plus intéressant. Notre famille fait de la voile depuis 140 ans, ce qui est quand même, ça c'est des ADN très forts et chacun l'exprime à sa façon. Donc Edmond, peut-être dans une volonté extrêmement classique et avec son innovation, nous dans une forme peut-être beaucoup plus disruptive, mais je pense qu'elle est parfaitement cohérente. C'est pas par hasard qu'on aboutit à ce type de bateau, à arriver à un bateau volant. Il y a des moments où vous sentez parfaitement bien quand vous êtes en train de faire quelque chose de très significatif, parce que c'est l'aboutissement aussi d'années de réflexion. À s'imaginer voler, le Maxi Edmond de Rothschild est assurément un bateau hors du temps. Mais à ce jour, 2 départs de course et aucun résultat probant. Le temps des rêves est comme suspendu. Pourtant, ce ne sont ni les moyens, ni l'envie ou la passion qui font défaut. Écrire un nouvel alphabet ne se fait pas en un jour, même avec un héritage de 150 ans, même quand on s'appelle Rothschild.